Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime cette série de balados avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va? Salut Antoine, ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Yes. Qui fait l'intro? C'est moi qui vais faire l'intro. Vas-y, je te laisse aller avec le sujet du jour. Cher auditeur. Auditeur. Vous allez voir les différentes nouvelles qui vont sortir, le restez à l'affût sur notre site web, puis nos réseaux sociaux, puis les newsletters, évidemment. Puis on va essayer de décliner ça sur différentes, un petit peu des... Des procédés. Ouais, exact. On va mettre l'emphase plus un petit peu sur des applications, plus que des... Ouais, plus sur des applications robots, mais l'emphase sur le procédé de En tant que l'application. tel, exact. Ouais, on s'est rendu compte avec les années qu'il y a vraiment, des fois, c'est vraiment le procédé qui définit une application robot. Fait qu'on va essayer de mettre vraiment du contenu, vous montrer le genre de solutions dans différents procédés, là, qu'est-ce qui existe vraiment pour robotisation, automatisation. Parfait. Puis aujourd'hui, on met l'emphase, dans le fond, on met les spotlights sur l'application de revêtement automatisé. Alexandre, qu'est-ce que le Yes. revêtement automatisé? C'est drôle, on a cherché une thématique, là, vraiment, une thématique, un nom pour cette application-là qui va recouvrir vraiment les applications de peinture, gel coat, projection de fibre de verre. Tout ce qui travaille avec les robots de peinture, là, en anglais, souvent, ce qu'on a remarqué, c'était du Automated Coating Applications. Fait que tout ce qui est revêtement d'une pièce avec des robots. Fait que ça se résume principalement à peinture, gel coat, projection de fibre de verre, là, tout ce qui est enduit de matière sur une surface, sur un objet quelconque. Exact. Puis c'est comme ça qu'il va s'appeler sur le site web. Puis quand vous allez Ouais. rentrer un petit peu dans cette application-là, vous allez voir différents sujets, des vidéos qu'on a mis, des photos, etc. Puis une section qui est peut-être, je ne sais pas si on rentre tout de suite là-dedans ou au pire, on reviendra peut-être à la fin pour expliquer Au niveau de la section de... un petit peu plus information sur qu'est-ce que l'application. Ouais, mais en gros, dans le fond, là, c'est que sur le site web, ce qu'on va faire, c'est vraiment, vous allez dans la section là, produits et services. Puis, il va y avoir une section là, vraiment par application, puis on va développer du contenu à valeur ajoutée qu'on va les mettre dans cette section-là. Aujourd'hui, ce qu'on voulait parler avec vous, c'est l'application de revêtement automatisé, donc peinture, gel coat, production de fibre de verre, application dans ce style-là. Puis au bas de la page, vous allez avoir des questions fréquentes. Des questions souvent qu'on se fait poser par rapport à ces applications-là. Vous allez pouvoir aller les survoler, ces questions-là qu'on va survoler un petit peu dans le podcast avec un peu de grévé autour de ça. Vont être disponibles en ligne en tout temps là, pour vous aider. Puis on va essayer de les développer là, au fur et à mesure du temps. Donc oui, il y a des questions qui sont là, mais si jamais vous n'avez qui ne sont pas couvertes, là, Ajouter. envoyez ça à notre courriel, puis on va être en mesure de le traiter et de l'ajouter pour vous. Besoin. Puis c'est pas vraiment. C'est pas nous qui avons inventé. On a formulé les questions en Ouais, tant que telles, mais c'est vraiment basé sur notre expérience des meetings exact. clients puis des projets qu'il y a des questions qui sortent vraiment souvent. Fait qu'on les a reformulées, puis on a mis vraiment, comme Alex dit, vraiment des informations à valeur ajoutée. Fait que moi, aujourd'hui, je vais faire la personne qui pose la question, le Exact. journaliste, Ouais, le puis toi, questionneux. le questionneur, puis toi, tu vas répondre. Parfait. Ça va bien, première question. Oui. Quelle est la particularité d'un robot de peinture? La particularité d'un robot de peinture, là, c'est pas que c'est pas si évident que ça à voir, mais en réalité, quand on regarde là, chez les manufacturiers Fanuc, KBB, Yaskawa, là, les types de robots qu'on intègre chez RevTech, puis on regarde les robots sériels, qui sont vraiment comme un bras, on va dire, on va prendre de l'épaule au poignet. Euh, on pourrait dire que peu importe le modèle qu'on choisit on va dire, sur le site web du manufacturier, on pourrait faire une application de peinture avec ces robots-là. Autrement dit, ils ont une géométrie puis ils ont une notion des mouvements qui permettent de faire des trajectoires de peinture. Ça, il n'y a pas de problème. Cyriel, qui est un robot vraiment plus standard, C'est 6 ça. axes, ça, standard. Sériel standard, ouais, que les axes sont en série Ok. pour faire les déplacements. Fait que, autrement dit, on peut prendre pratiquement n'importe quel pour faire une application de peinture. La seule chose qui est différencie, la chose principale qui différencie le robot de peinture, c'est vraiment son environnement de travail. La plupart des cellules de peinture, de gel coat ou de fibre de verre qu'on va regarder demandent des équipements antidéflagrants, donc des équipements explosion proof, par la notion des produits utilisés au niveau de la peinture. Seule exception, là, en gros résumé, là, pour essayer de garder les choses simples, c'est vraiment ça dépend au niveau de la peinture, du type de peinture qu'on va utiliser. Dépendamment du flashpoint, de la température, dans le fond, du flashpoint, c'est là qu'il va nous dire est-ce qu'on a
une peinture avec un requis antidéflagant qui demande de l'exposure proof. Puis ça, c'est pas juste le robot, là, c'est les lumières, c'est tout ce Scanners qui de est safety, ouais. composante à l'intérieur de la cellule qui va devoir avoir cette certification-là. Donc, quand on dit un robot de peinture, quand on va sur le site web des manufacturiers puis on clique vraiment robot de peinture, c'est généralement des robots qui ont une certification antidéflagrante, dont Explosion Proof, pour l'application. En résumé aussi, si on veut trancher quand même rapidement, là, il y a beaucoup de gens, là, il y a beaucoup de manufacturiers qui font le transfert pour une question environnementale vers une peinture à base d'eau. Des fois, là, c'est vraiment bien de vérifier le flashpoint parce que ça se peut que ça ne requiert pas d'équipement antidéflagrant. Puis, en gros, les deux, là, peu importe le requis ou le type de matériel qu'on utilise, que ce soit explosion proof ou non, pas mal la seule et unique différence reste un prix au final qu'on doit payer pour. Payer pour les équipements explosion proof vont simplement être plus chers que l'équipement traditionnel. Mm. Donc, au niveau technique, c'est pas vraiment un défi autre que de juste prendre cette certification-là en Ok. considération. Sinon, c'est sûr qu'il y a quelques avantages. Il y a quelques autres avantages au niveau du robot. Il y a quelques modèles là, qui sont vraiment faits avec une géométrie peut-être un petit peu différente, là, qui vont être plus faciles à installer sur un rail. Il y a même des robots qui sont conçus pour rentrer à l'intérieur de carrosseries automobiles. Mhm. Donc, il y a quelques géométries spécifiques. Ensuite, il y a des features comme les poignets creux pour aller passer tous les boyaux, là, les boyaux du procédé. Puis, sinon, des fois, il y a des options logicielles. Là, on pense avec ABB, là, le Paint Power Pack, qui vont faciliter la gestion du procédé, que ce soit le contrôle de débit, la génération de trajectoire et tout. Donc, c'est vraiment ça qui différencie un robot vraiment dédié, on va dire, à la peinture. Oh, super, répond très bien à la question. Puis, tu nous as parlé un petit peu en introduction de ta réponse à ma question. C'est les marques de robots. Parce que là, Ouais, oui, ouais, ça prend des modèles. Puis chez Reftec, on fait plus que 3 marques de robots. ouais. Mais qu'est-ce qui fait, mettons, ou principalement les marques qui vont être faites pour les applications de peinture, puis qu'on va utiliser, c'est lesquelles? Ouais. Principalement, on va utiliser chez Reftec, là, on est quand même dans les rares intégrateurs à avoir une certaine constance au niveau de la variation des marques robots qu'on intègre. Là. On n'a pas de marque nécessairement principale. Là. On va faire l'intégration des plus principalement dans les plus grands joueurs là, au niveau de la robotique, le ABB, Fanuc et Yaskawa, qui ont des séries de lignes de robots de peinture très intéressantes. Puis, on va faire aussi l'intégration de robots cartésiens qui sont, dans le fond, des gantries, des axes linéaires, souvent peut-être deux axes de motion, qui vont principalement faire un up and down sur un convoyeur aérien où la pièce va circuler en avant de lui puis qui va monter, descendre. Dans ce cas-là, c'est un robot, on va dire, un peu plus sur mesure qu'on va faire comme intégration. Là. Ça reste de la motorisation qui est connue là, dans le home run et ainsi de suite. Là. Mais, Des rails linéaires, tu parles. les rails linéaires. Puis vous pourriez voir là, justement sur la page de l'application là, de revêtement automatisé, on va avoir une image, la première image. Vous allez voir ensuite une image avec des robots de peinture, puis qu'on voit vraiment le poignet creux qu'Alex parlait tantôt. Puis on a Exact. d'autres images avec des robots cartésiens, avec des accidents. Vous êtes Ouais. capable de voir un petit peu la différence entre les deux. Puis pour renchérir, là, je sais qu'on a souvent la question, là, on l'a comme mis en sous-question dans notre question sur notre site web. Là. Mais bon. Mais souvent, on fait ABB, Fanuc, Yaskawa, là, si on reste dans les robots sériels plus standards, puis on s'est souvent posé la question, OK, pourquoi une marque plus que l'autre? Ouais, Alex, pourquoi Ouais. une marque plus qu'une autre? Réponse un peu plate, je sais pas. Réponse en toute honnêteté. En termes de fiabilité et qualité de produit, là, qu'on regarde ABB, Yaskawa ou Fanuc, là, on reste dans des produits, là, ça fait des années. La Là, même gamme. on pourrait dire quasiment que c'est les ancêtres de la robotique. Là. C'est trois marques de robots qui existent depuis vraiment longtemps. Des applications de peinture, il y en a fait. Fait qu'au niveau de la fiabilité et la durabilité des produits, il y a une certaine équivalence là, dans tous ces produits-là. Donc, c'est pas évident de le choisir parce que tous ces robots-là pourraient faire la job. L'important, c'est des fois, puis ça, c'est où ce que l'expérience de Reftec est un atout, c'est qu'il y a peut-être quelques options, il y a peut-être quelques géométries, il y a peut-être des logiciels hors ligne, dans le fond, les simulateurs, peut-être que ça va être ça la clé du projet. Donc, de temps en temps, entre les différentes marques, il y a des options un peu plus avantageuses selon certaines spécifications du projet. Donc, l'idéal, c'est de nous contacter, puis on va être en mesure de regarder le projet. Puis plus loin dans la question, on va parler d'IMIX low volume, de pièces plus grandes ou autres. Ben, des fois, on va retrouver quelques avantages d'un par rapport à l'autre, mais c'est trois très bonnes marques de robots en termes de fiabilité et qualité de produit. Super. Puis pour faire suite un petit peu à la réponse qu'on vient d'avoir, fait que non, on utilise. Ben, dans le fond, Alex vient de dresser différentes marques de robots qu'on utilise. Ouais. Il a dit aussi qu'on utilisait les marques de robots
plus linéaires, là, pour des applications Ouais. plus simples. Puis la prochaine question qu'on voit, c'est est-ce que vous utilisez seulement des robots dans vos cellules de peinture? Donc évidemment, c'est non, parce qu'on vient de dire qu'on utilisait des robots Mmh. linéaires. Mais qu'est-ce qui ferait qu'on utiliserait un robot linéaire, Alex? Ouais, le robot linéaire, là, on le voit quand même oui, on le voit dans des applications de peinture liquide, là, on le voit beaucoup dans le powder coat où ce que le fan va être plus permissif au niveau du fan de peinture. Donc, faut que tu aies un bon mix d'une géométrie relativement plane où ce que ton paint n'aura pas de mouvement de poignet trop à aller faire, là, de changement de direction pour aller couvrir toute sa pièce, ou ce qui pourrait pratiquement prendre son bras, l'étirer en avant de lui, puis faire juste de haut en bas. Bien, souvent, on va faire l'intégration d'un robot linéaire qui va être principalement un réciprocateur qui va partir du haut en bas puis qui va shooter de la peinture. Plus tard, on va parler de l'aspect vision, là, mais ce qui est intéressant dans ces robots-là, puis dans tout ce qui est robotique, on va en parler plus tard, là, mais c'est vraiment l'aspect d'économie de matières premières. Mhm. Donc, il existe des réciprocateurs qu'on peut faire partir la peinture de la position la plus basse à la position la plus haute, puis tout le temps être en peinture. Mais c'est important de regarder l'aspect aussi, est-ce qu'il y a moyen d'identifier vraiment où est-ce que je peux peinturer? Chose qui va être répondue dans une autre question. Parfait, super. Prochaine question. Que faites-vous lorsque les pièces sont très grandes et ou très longues? Parce que, en fait, Ouais, ouais, c'est ça. Tout le monde peut s'imaginer une ouais. pièce, on va peinturer une porte de bois, mettons, fait que c'est 4 par 8, mettons, à peu près. Mmh, En tout cas, c'est pas cette dimension-là, mais grosso modo. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on voudrait peinturer un wagon de train? ouais. Le domaine de l'automobile a comme apporté ça un peu dans le design des robots de peinture, là. Souvent, c'est des robots qui vont quand même avoir une bonne portée. C'est vrai. Mais il y a quand même un bas payload, là, contrairement à ce qu'on va voir là, dans les robots, on va dire, de non-peinture, là, où ce qu'on va avoir, mettons, Du 150 comme un kilos. IRB 6000 C5 qui va avoir une portée de 3,2 mètres, mais une charge utile de 100, 150, 250 kilos. Mais les robots de peinture vont aller chercher des portées au-delà du 2 mètres, mais avec des payloads de 6, 10 Faites kilos, pour la peinture. vraiment fait dédiés pour la peinture. Donc, déjà là, on a quand même une bonne portée, mais ça reste quand même limité. Puis quand on sort de l'enveloppe, il y a deux. Ben, la première affaire qui est à faire, c'est vraiment de dire OK, je vais commencer par une simulation parce que le robot, il n'est pas nécessairement obligé d'être fixé au sol. Comme on disait tantôt, il y a différentes Mhm. géométries. Des fois, on peut le mettre en porte-à-faux un peu plus ceiling mount, là, accroché comme au plafond, OK. accroché au mur. Ça va changer l'enveloppe de travail. Fait que c'est important de faire un premier test, être sûr qu'on a testé toutes les positions pour maximiser l'espace de travail. Si vraiment la pièce, encore, elle va sortir, là, elle est vraiment trop grande, on n'est pas capable de l'atteindre, c'est sûr qu'on peut mettre. Si on ne peut pas l'atteindre en termes, on va dire, largeur, ben là, c'est de mettre un robot face à face, mettons, d'aller vers une cellule 2 robots. Mais si c'est vraiment Mettons juste l'aspect pour se faire une longueur, image, ouais, mettons, on a une une automobile, voiture, ouais, on a ouais, une voiture, puis ton robot est à droite, puis il est capable de couvrir, disons, de l'avant de l'automobile ouais, jusqu'à l'arrière, mais il n'est pas capable d'aller faire la porte du conducteur et du passager. Là, tu vas mettre un robot de côté qui ouais, va comme temps faire côté passager, puis l'autre côté exact. conducteur. OK. Là, tu es tannant avec tes questions, mais là, ça dépend quand même. Si tu as une Fiat ou ben, si tu as un Ford Ouais, exact. Bronco. Ouais, c'est plein d'autres Mais questions. c'est ça. Fait que là, fait qu'en gros, on peut avoir deux robots face à face, puis on peut faire travailler des robots en simultané. Puis ça, on peut les faire travailler de sorte que chacun va avoir le trajectoire de peinture, puis il n'y aura jamais de collision, là, même dans des endroits relativement compacts. Il y a des options qui existent pour ça. Si la pièce est vraiment longue, fait que là, on tombe dans un wagon de train, un conteneur, une vingtaine de pieds Ou plus. ou plus. Il y a vraiment comme deux options qui se différencient. Il y en a un, c'est de bouger la pièce devant le robot, soit OK. par un convoyeur aérien ou convoyeur au sol. Dans ce. Généralement, dépendamment du convoyeur aérien et tout ça, de la mécanisation qu'on va faire, ça se peut que ça soit moins coûteux que le robot sur un rail. Fait que l'option 2, c'est de mettre un robot sur l'axe linéaire, puis c'est le robot qui va se déplacer en avant de la pièce. Mhm. Option qui est généralement coûteuse parce qu'on se rappelle que le rail va être dans l'environnement de peinture, donc il y a un risque de maintenance mécanique aussi. Exact. Tandis que quand on a le convoyeur, normalement, il y a déjà des convoyeurs où c'est plus facile à protéger, puis on a peut-être moins besoin de répétabilité au niveau de son positionnement. Donc, dans le cas du convoyeur, comment ça fonctionne, c'est que la pièce va rentrer à l'intérieur de la plage de travail du robot. Il y a un capteur qui va trigger l'entrée de la pièce. La pièce est encodée, puis après ça, le robot, lui, il suit l'avancement de la pièce avec l'encodeur de la pièce. Autrement dit, le robot va commencer à peinturer quand la pièce va commencer à rentrer dans sa zone. Après ça, la pièce, elle peut avancer un peu, elle peut reculer, elle peut changer de vitesse à la ligne. Le robot, il va suivre sa trajectoire, puis il va se synchroniser avec l'avance de la pièce. À condition qu'elle reste à l'intérieur de l'imitation. Là. Si on fait un arrêt pendant 5 minutes, ben, on comprend que le robot va arriver au bout de où il est capable de peinturer, puis il va attendre que la Mhm. pièce continue d'avancer. Le downside de ça, c'est vraiment que ça prend un peu plus d'espace plancher parce qu'il faut considérer l'espace de travail robot.
il faut considérer que la pièce, sa longueur complète va se retrouver à un moment donné à être en avant de cette zone-là, puis quand on va finir, elle va être après cette zone-là. Exact. Donc, on a besoin d'à peu près 2 fois la longueur de la pièce comme espace plancher. Quand on bouge le robot, ben là, c'est le contraire. On rentre la pièce à l'intérieur, on la met fixe, puis le robot va se déplacer. Son 7e axe, son axe linéaire va être synchronisé avec le robot. Il va être comme au lieu d'avoir 6 axes, il va tomber à 7 axes. Dans ce cas-là, on a besoin uniquement de la longueur de la pièce. Exact. Puis après ça, il faut voir comment on va la rentrer à l'intérieur. Là, mais ça se peut qu'on ait une solution plus complexe, mais peut-être plus coûteuse. Là, ça dépend vraiment des détails du projet dans ce cas-là. Très intéressant. Puis on voit, il y a beaucoup de petits détails. Là. C'est d'où l'importance de justement faire appel à nous, des intégrateurs, pour être capable de tout trouver. Exact. C'est pas le client qui va arriver et va dire moi, je décide de mettre un 7e axe. On va le creuser pour décider de mettre un 7e axe. Super. On a aujourd'hui un petit peu plus haut là, en parlant peut-être de l'économie de peinture, là, mais si je te pose la question, quels sont les secrets pour le meilleur ROI, donc retour sur investissement, de ma cellule de peinture? Oui, le ROI, là, c'est sûr qu'on est dans le contexte de rareté de main-d'œuvre. Fait que le bon vieux réflexe facile, c'est j'ai pas de peintre, j'ai besoin de gens qui viennent peinturer mes pièces. Donc, oui, il y a une portion du ROI qui est dans une économie de salaire et une économie des charges sociales d'un opérateur, formation et tout ça. Mais c'est uniquement une des variables dans le calcul de ROI d'une application peinture, gel coat ou fibre de verre de revêtement automatisé. Puis c'est généralement pas pas la raison principale, mais le facteur clé ou le facteur qui va venir vous donner le plus de ROI. Les autres facteurs, là, ils se résument à constance du procédé. Donc, autrement dit, le robot, lui, ce qu'il va apporter, c'est vraiment une constance au niveau du procédé. Puis dans ça, il va se cacher une couple de variables d'ROI très intéressantes. La première, c'est au niveau de la productivité. Autrement dit, on a simplement besoin de rentrer ou d'alimenter le robot, puis le robot va peinturer. Il va avoir un gain de productivité en termes de... Il sera peut-être pas nécessairement plus rapide que le peintre. Là. On ne coupera pas de moitié le temps d'application de peinture, mais on va avoir une constance. Si ta pièce, elle prend 2 minutes à peindre, elle va tout le temps prendre 2 minutes. Tout ce que tu as besoin, c'est d'assurer que tu rentres la pièce à toutes les 2 minutes, puis lui, il va la peinturer. Fait qu'on va avoir moins de fluctuations dans la production. Dans la journée, mettons, ou différemment l'opérateur, les chiffres. Exact. L'opérateur qui jase un peu, salle de bain, pause, dîner, tout ça, on va être capable d'aller chercher un gain là-dedans. Ensuite, si on revient encore là à la constance que le robot va apporter, on va avoir une énorme économie de matières premières qui va chiffrer normalement, là, par expérience, entre un 20 à 40 % avec une moyenne d'environ à 30 %. Là, c'est un chiffre, là, c'est une règle du pouce. Là, on ne peut pas le confirmer à 100 %, mais c'est ce qu'on semble observer comme moyenne. Puis c'est uniquement dû au fait que le robot va être constant. Donc, on peut se permettre de dire je vais faire ma pièce, je vais appliquer, par exemple, mon gel coat. Je vais aller faire mes checks d'épaisseur pour être sûr que j'ai la tolérance requise. Puis, ce qu'on va faire après, c'est vraiment d'aller à côté le plus possible le niveau bas de la tolérance de matière. Donc, c'est comme si on va dire au robot, vu que tu es tellement constant, on va mettre le strict minimum pour répondre aux critères, avoir une pièce de qualité. On va rester là-dedans versus l'opérateur qui n'aura pratiquement aucun contrôle puis qui va gonner vraiment plus qui va gonner plus de matériel que le robot va faire. Dernier aspect au niveau constance, c'est qualité. Donc, c'est dépendamment du procédé, des étapes que ça engendre après, le robot avec sa constance va amener une qualité beaucoup plus constante. Donc, tout ce qui est taux de rejet va vraiment diminuer. Fait qu'il y a une bonne portion du ROI qui est aussi cachée à ce niveau-là. Fait que pour résumer, dans le fond, grosso modo, tu as la constance qui se développe, mettons, en 3 sous-catégories. Fait que tu as la constance de production dans ta journée. Exact. Ton constance qui fait que tu peux diminuer la quantité de matériel, donc tu as une économie de matériel. Puis ta dernière constance, c'était les rejets de la qualité. En fait, tu vas tout le temps avoir un standard. Exact. Puis évidemment, ça l'opérateur, si ça s'applique. Exact. Super. Autre question qui nous a vraiment challengé souvent, puis ça, c'est tout le temps ça. Ah, je peux pas mettre un robot pour ça. La fameuse question, c'est différence entre une cellule de low mix puis high mix. Oui, c'est une bonne question. Là. Le low mix, on va essayer de le résumer vraiment comme aux extrêmes. Là. Le low mix étant vraiment comme je fais la même pièce 24/7. Mettons, je fais la même porte de maison, tout le temps la même, tout le temps. Elle change jamais. Elle change pas de couleur, elle change de rien. Pas de format. Ça, c'est hyper facile à automatiser. Ça va être la solution probablement la moins coûteuse quand on regarde les différentes options. Worst case scénario, iMix low volume. Je fais une porte, je fais une fenêtre, je fais un bateau. Fait qu'on change vraiment de pièce. Il n'y a pas une pièce qui est identique. Et low volume, c'est de dire que c'est vraiment loin à l'extrême. C'est une porte, c'est une quantité d'un modèle donné. Exact.
Puis il y a beaucoup de recherches qui sont faites, là. On était à Atomic dernièrement, puis tu sais, oui, on va dire le super high mix, où vraiment, il n'y a aucune pièce qui se ressemble, c'est une pièce après l'autre. Euh, on peut voir des solutions qui ont le potentiel de résoudre certaines problématiques, Mhm. mais on est encore dans. Ça prend un certain common base, comment je pourrais dire ça? Entre les pièces, ça prend quand même certains critères qui sont similaires. Fait Ouais, que, je tu sais, comprends. passer d'un bateau à une porte, Ça marche pas. c'est moyen, mais passer d'une porte à une fenêtre, il y a peut-être quelque chose. Un rectangle, un enfant de C'est même, ça. c'est bon. Euh, fait que, en gros, c'est de pas s'arrêter, c'est vraiment Une ligne conductrice, je l'ai trouvé. ligne conductrice, exact. Puis quand on regarde le projet de peinture, c'est vraiment de le regarder, pas parce que le changement de couleur, on peut l'écarter tout de suite, là, c'est vraiment, c'est pas un défi, là, c'est plus des coûts, puis au niveau du color changer, puis au niveau de l'équipement de peinture qui est utilisé, ça, c'est entièrement gérable. Au niveau du changement, de la géométrie, du changement de la pièce, c'est d'aller voir est-ce qu'on a des similitudes entre les pièces. Puis je reviens tout le temps à mon exemple de porte et fenêtre. C'est un rectangle, je fais que de peinture des rectangles. La seule information qu'on a besoin pour modifier nos trajectoires, c'est la hauteur, la largeur. Mhm. Fait que c'est entièrement paramétrable, Une on est capable de famille. modifier. Famille Exact. de produits. Ouais. Fait que c'est vraiment quand on a. C'est vraiment de venir poser la question aux intégrateurs comme chez RefTech, puis on n'a pas besoin de faire tout le temps la même pièce. Il y a des stratégies, comme on parlait, de venir paramétriser nos trajectoires robots, de faire de la génération de trajectoires robots automatiques. Ce qu'on tient à vous dire avec en réponse à cette question-là, c'est que si vous êtes dans tout le temps faire la même pièce du 24/7, c'est un no-brainer. Là. Automatisé, c'est sûr que vous allez gagner. C'est sûr que l'investissement va en valoir le coup Mhm. Mhm. généralement. Puis si vous êtes dans l'absurdité de je peinture un bateau, je peinture un conteneur, une porte, un ci, un ça, il n'y aura pas vraiment de solution possible pour l'instant pour vous qui vont être rentables. Mais si vous vous trouvez à quelque part entre les deux, vous êtes capable de trouver des familles de pièces, vous êtes capable de bien comprendre la différence entre vos SKU, mais il y a peut-être une façon de le mathématiser qui vont permettre un investissement rentable là, dans Mhm. l'application de peinture. Quand tu dis un investissement moins rentable, c'est-à-dire que faudrait qu'il y ait un programmeur qui soit tout le temps là en train de renseigner les trajectoires parce que ce qui arrive, on ne le connaît pas et c'est jamais arrivé. C'est sûr, tu sais, on pourrait dire on va tout le temps programmer les trajectoires hors ligne. Là, ça te prend un programmeur, Mhm. puis au final, ça va coûter cher, il faudra que tu embauches une Mhm. ressource, puis c'est pas si facile que ça faire la génération des trajectoires hors ligne, puis assurer immédiatement sa ligne une constance sur toute OK. ton application de peinture. Versus, mettons, une famille où c'est comme. C'est ça, tu fais juste updater mathématiquement ta C'est ça, trajectoire. C'est bon, parfait. exactement. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Je reste un petit peu dans la même question. Mettons qu'on dit qu'on fait des portes et fenêtres. Ouais. Si tu as des rectangles, j'ai 10 par 20, puis après ça, la prochaine, c'est 20 par 40. Qu'est-ce que je fais pour savoir, mettons, ce que nous, RevTech, on va implémenter sur la ligne pour savoir que ce qui rentre, c'est pas ce que je viens Ouais. de peinturer? Il y a plusieurs solutions possibles. Là. L'important là-dedans, c'est peut-être de pas. On parle souvent de vision, là, de vision artificielle et tout. Là. La vision ne répond pas à tous les questions ou ne convient pas à tous les besoins. Puis le, pour faire de la vision, plus on augmente en complexité au niveau du requis en vision, plus on augmente les coûts, la complexité, l'intégration et tout. Donc, c'est tout le temps de partir du plus simple. C'est de regarder numériquement dans mon entreprise, j'ai quoi aujourd'hui. Est-ce que j'ai une feuille de papier avec une carte de porte dessinée à mi-tienne dessus? Bon, ben OK, on part avec pratiquement aucune information numérique. Ou est-ce que j'ai un PDF qui est généré avec un code barre? Est-ce que je peux aller scanner le code barre pour avertir? Est-ce que je peux faire l'implantation de tag RFID pour savoir quelle pièce qui arrive? Puis une fois qu'il est arrivé, le robot est capable de la reconnaître assez facilement. Ensuite, au niveau vision, ben, c'est de voir. Est-ce qu'il y a moyen d'identifier la pièce qui arrive sur le convoyeur avec la vision? Ce qu'on voit souvent là, au niveau du gantry, ce qu'on fait chez RefTech, c'est vraiment de viser une réduction de peinture sans dire qu'on la réduit à 100% ce qu'elle Mhm. devrait être. Fait que, par exemple, on a un accrochage de pièces avec un convoyeur aérien. Oui, il va y avoir des trous dans l'accrochage, mais on essaye de maximiser l'accrochage des pièces. Mhm. Ben, le gantry, nous, qui va faire en haut, en bas, on va essayer d'avoir un système de vision qui va nous dire ben, regarde, ta limite en bas, là, elle va partir finalement peut-être 3 pieds dans les airs. Fait que ton gun, au lieu de le partir tout de suite quand tu pars, attends d'être à 32 pouces, puis tu vas pouvoir couvrir ton 36 à ton Mhm. 8 pieds. Fait que c'est d'aller chercher, ben, de regarder qu'est-ce qui fait le plus simple pour aller chercher l'info de la pièce qui arrive. Puis deux, c'est de voir si on embarque dans la vision, comment je garde ça simple pour aller chercher une certaine économie, mais sans dire que je vais avoir la perfection au niveau économie sur ma pièce que je veux peinturer. Je comprends, très clair. Super. Euh, Dernière question, et non la moindre. Ouais, On a parlé un peu de vision. Fait que
mais il y avait d'autres possibilités autres que la vision. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait installer un ou des systèmes de vision? Ouais, c'est vraiment. Ça dépend de la production, dans le fond, qu'on va avoir. Puis comment qu'on. Tantôt, on parlait, là, tu sais, on parlait de iMix. On parlait de iMix Low Volume. Dans ces iMix Low Volume-là, ce qu'on cherche à faire, c'est de chercher la corrélation mathématique entre les différents SKU. Une fois qu'on va avoir vu c'est quoi la corrélation mathématique entre les SKU, on revient encore à l'exemple de porte et fenêtre qui est hauteur-largeur. Bon, ben, quel genre de système de vision pourrait nous identifier la hauteur et la largeur de la pièce? Mhm. Donc, si la pièce avance sur un convoyeur, au niveau de la longueur, on pourrait trouver un système de capteur avec l'encodeur Mhm. pour donner la longueur. Au niveau de la largeur, on pourrait y aller avec une caméra à profil 3D laser là, pour avoir juste la largeur, le haut et le bas de la pièce. Donc, c'est vraiment selon les variables qu'on veut retirer, d'essayer de trouver le système de vision le plus simple possible pour nous Exact. donner cette information. Et pas de dire on va mettre une caméra 3D puis ça va tout le temps marcher. Let's go, let's go, let's go. Non, c'est ça, exact. Super. Y avait-tu d'autres points à rajouter pour ce qui est vision? Vision Non, ça là-dedans, fait pas non? mal le tour, ouais. Puis je me suis pris quelques notes là, pendant que tu parlais. Puis un bon point, puis c'est drôle, on a eu un appel avec un client ce matin à ce sujet-là. Là. Un petit peu d'éveil technologique, puis comme tu disais que tu es allé à Automate récemment, tout ce qui sort, puis tu as nommé un point maintenant avec le client, puis tu vois que le client il a vraiment fait le saut. Ouais. Là. Tu parlais que dans une ancienne vie, quand Ouais. tu programmais, disons, sans le logiciel cool à la mode, là, Ouais. ça prenait énormément de temps, puis aujourd'hui, ça n'en prend quasiment rien. Peux-tu en parler un petit peu plus? Ouais, ben, il y a l'aspect qu'on réduit vraiment le temps de programmation, là, mais chaque Mac de robot vient avec un logiciel de programmation hors ligne. Puis quand on embarque dans la programmation hors ligne, là, c'est vraiment un atout pour le client dans un projet X de peinture, on a une tendance d'aller se diriger vers ABB avec le logiciel Robot Studio. Avec le Paint Power Pack, on est capable d'importer, on est capable de modéliser notre fan, donc donner des caractéristiques à notre fan de peinture. Puis on est capable d'importer le cas de la pièce qu'on veut peinturer, d'identifier les surfaces à peinturer, pour avoir une certaine génération automatique de trajectoire. Ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment c'est d'implanter des nouvelles pièces. Fait que dans un monde où les pièces à peinturer vont varier avec le temps, ce qui est généralement le cas, là, on ne dit pas que chaque pièce est différente, mais qu'elle va varier avec le temps, ça nous permet de faire de la programmation hors ligne pour après ça aller faire l'implantation sur la chaîne de production. Ce que ça crée, c'est qu'avant qu'on utilise ces logiciels-là, c'est qu'on arrêtait la ligne de production, on embarquait la nouvelle pièce, on avait des capteurs laser qui modélisaient notre fan, si on peut dire. Imiter la Puis, fan, ouais. c'est ça. Puis on faisait la programmation à mi-terme, comme on dit, de la pièce. Fait que, pour une pièce, la pièce qu'on avait regardée, c'est environ 40 heures de production. Fait que c'est un arrêt de ligne pendant 40 heures. C'est 40 heures d'une personne, d'un programmeur qui va programmer ça. Puis après, tu vas quand même avoir une certaine étape de mise en route. Avec le logiciel, ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment de réduire ça. Fait à l'intérieur d'un 4 heures, on était capable de générer notre programme robot dans le simulateur qui était prêt à tester sur la cellule robot. Puis après ça, on comptait à peu près, on va dire, 1 heure juste de revalider en réel qu'est-ce qui a été fait dans la simulation. Puis après ça, il y a juste quelques ajustements qui sont faits en cours de production. Donc, on va faire une première pièce, la qualité va nous revenir avec des ajustements, on va continuer à produire, puis on va aller peaufiner les derniers ajustements, les derniers touch-ups de peinture. Fait que c'est vraiment qu'on sauve vraiment beaucoup de temps là, pour la préparation de nouvelles pièces, surtout, on n'a pas besoin de faire d'arrêt de production. C'est quand même c'est énorme. Là. Si on perd d'un 40 heures de jour, disons, c'est une semaine, il faut qu'on recommence l'autre lundi. Puis l'autre, le mardi même, on est prêt, c'est une journée même pas. Vraiment. Extraordinaire. Merci beaucoup, Alexandre. Fait que pour conclure, plaisir. je tiens à remercier en fait, pour toutes tes réponses et les questions. Ça va être fort pertinent. Fait que quand ça va sortir sur le site web, restez à l'affût. Vous allez pouvoir lire ça directement comme on vous l'expliquait. Je tiens à rappeler aux auditeurs qui peuvent nous rejoindre au podcast@revtech6.com, podcast@revtechsys.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci Alex et à bientôt. Yes.